Alors, bienvenue à tous et à toutes aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. On s'entretient avec notre chroniqueur hebdomadaire et ami Eden Bélanger. Salut Eden, comment ça va? Salut les gars, ça va bien? Ça va super bien. Chronique spéciale aujourd'hui, tu nous parles de ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni avec Boris Johnson qui a annoncé sa démission la semaine dernière. Oui, le roi est nu, hein, comme on dit. Boris Johnson a annoncé le 7 juillet dernier son intention de quitter le poste de premier ministre britannique lorsqu'un remplaçant aurait été désigné par le Parti conservateur britannique. Ça fait longtemps qu'on entend parler de la situation de Boris Johnson au Royaume-Uni. Peux-tu nous mettre une Mise en genre de contexte. chronologie, une mise à jour de pourquoi sa démission maintenant? Boris Johnson, là, il fait face à des scandales, les gars, depuis assez longtemps. En fait, je pense depuis qu'il est en poste, là, littéralement. Tellement qu'il y avait des commentateurs politiques britanniques qui avaient dit que c'était l'homme politique à 9 vies. Un peu comme un chat, là. Mais là, à un moment donné, il a épuisé sa dernière vie. Là. Je vais vous donner une liste non exhaustive des scandales. Il y a le Partygate. Qu'est-ce qui est arrivé dans le fond avec ça? C'est qu'en novembre dernier, le Daily Mirror, qui est un quotidien britannique, là, a révélé qu'il y avait eu des fêtes au 10 Downing Street. C'était la résidence premier ministre britannique, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est au son lieu de travail, durant le confinement strict de Noël 2020. Donc, ce qui brisait les règles sanitaires. On va ensuite découvrir qu'il y avait une quinzaine de fêtes de ce genre durant les confinements dans les différents ministères britanniques, dont une à l'occasion de l'anniversaire du premier ministre Boris Johnson en juin 2020. Donc ça, c'est assez majeur comme scandale. Euh, Ce qui est épais là-dedans, là, c'est que Boris Johnson a fait commenter sur le sujet. Il a d'abord dit non, c'est pas vrai, je connais pas ça, j'ai aucune idée de ce qui se passe avec ça. Ensuite, il a dit ah, mais moi j'ai fait des rencontres, mais les rencontres auxquelles j'ai participé étaient professionnelles. Ensuite, il a promis de faire tout en toute façon possible pour faire la lumière sur les potentiels bris au milieu sanitaire. Donc, il a changé 3 fois sa version. Personne ne le croyait là, à partir de ce moment-là, c'était n'importe quoi. Et il y a une enquête administrative officielle sur 13 de ces soirées, dont 3 avec le premier ministre, qui ont conclu à de graves manquements au sein du gouvernement, sans toutefois cibler directement Boris Johnson. Donc, ça m'est sorti correct. Mais là, il y a eu plein d'autres scandales. Owen Patterson, c'est un éminent conservateur là, qui avait reçu beaucoup d'argent des lobbies agricoles afin de défendre leur intérêt au Parlement. C'est un proche de Boris Johnson, puis ce dernier avait obtenu l'aide du premier ministre pour ne pas être sanctionné. C'est-à-dire que Boris Johnson avait essayé d'aider, parce que ce gars-là était sur une enquête parlementaire, et avait essayé de miner l'enquête de Boris Johnson en disant que c'était pas une enquête sérieuse, que c'est une enquête injuste. Donc les gens avaient été un peu fâchés de voir un peu cette ingérence pour sauver un ami. Il y a aussi eu des vacances gratuites. Il y a un riche donateur conservateur qui avait prêté une villa en 2019 pour ses vacances. Bon, ça, c'est pas illégal. C'est juste encore une fois, Boris Johnson avait tergiversé, il n'avait pas trop dit pourquoi, il a changé plusieurs fois sa version des faits. Donc, on voit vraiment la rhétorique du menteur qui revenait. Après ça, il y a eu les rénovations au 11 Downing Street, qui est comme une nom de sa résidence, à côté du 10 Downing Street. Euh, Dans le fond, là, le premier ministre britannique obtient peut-être 30 000 par année pour rénover et entretenir ses résidences officielles. Sauf que là, ça coûte plus cher faire des rénovations d'entretien, il faut qu'il paye ça de sa propre poche. C'est ce qui est arrivé, là, Boris Johnson a fait des réparations d'environ 100 000 100 000 livres sterling, mais il n'avait pas payé ta propre poche. Au contraire, c'était un riche donneur conservateur qui avait payé. Là, cette fois-ci, ça en est sorti parce que les travaux avaient débuté lorsqu'il avait le COVID. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Boris Johnson avait eu le COVID assez intense, là. Il avait Oui. été au soins intensifs de l'hôpital, donc il avait failli passer sa vie. Donc, il y avait eu comme un passe-droit pour ça. Mais là, le dernier scandale là, qui a fait vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'en février, Boris Johnson il a nommé un nouveau whip en chef adjoint du caucus conservateur. Pour ceux qui ne savent pas, un whip, là, c'est un peu le gérant là, du caucus là, qui s'occupe qu'il n'y ait pas de chicane dans le caucus, que tout gère bien. Monsieur Chris Pincher. Mais là, ce dernier traînait plusieurs accusations d'agression sexuelle. Boris Johnson lui a dit qu'il ne savait pas ça. Mais là, le 5 juillet, il a finalement admis qu'il le savait. Donc, un peu bizarre tout ça. Puis d'ailleurs, là, il y a 7 députés conservateurs qui ont été accusés d'agression sexuelle durant le mandat de Boris Johnson. Lui, il n'a jamais été mis en cause. Mais il a tout le temps été silencieux à ce sujet-là, sauf une fois qu'il avait dit qu'il défendait le choix du parti de ne pas exclure un membre qui avait été accusé de viol. Donc voilà, on s'entend qu'il y a beaucoup de scandales. C'est une Ce que je peux voir, c'est un personnage avec beaucoup d'amis puis qui prend des décisions douteuses avec comme titre le premier ministre. Là. C'est Ouais. troublant quand on peut voir ça là, avec le recul. Là. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu un Trump à la britannique, hein?
dans la C'est un peu manière la de voir les Britannique. choses. Là. C'est un peu à la britannique, disons, qui est moins populiste que Trump, qui est moins extrémiste. Il y a quand même un respect pour l'état de droit, pour la démocratie, ce que Trump n'a pas. Mais oui, il y a clairement des comparaisons à faire, déjà au niveau de la coupe de cheveux, là. Euh, donc, voilà. Puis là, on arrive à un moment où que tout ça, là, à un moment donné, ça tient, ça tient, ça tient. Mais là, il y a des sondages favorables. Là, selon Politico, en ce moment, les travaillistes, qui est le parti de gauche britannique, mènerait par 9 points de pourcentage les conservateurs dans les sondages. En 2019, il n'y a pas très longtemps, hein, les conservateurs avaient gagné le vote populaire par plus de 11 points de pourcentage. Donc là, c'est un swing de 20 points. C'est assez important. Les projections donnent au moins une majorité relative au Parti travailliste. C'est jamais arrivé depuis l'élection de 2005, un pays très conservateur, le Royaume-Uni. Donc ça ne va pas bien. Bon, c'est sûr que ces chiffres sont eux-mêmes conséquences des différents scandales, mais en même temps, ils ont clairement poussé, ils ont exacerbé les tensions préexistantes au sein du parti parce que les gens se sont dit oh là là, si les sondages vont pas bien, ça se peut plus, on doit changer de chef. Boris Johnson, il avait déjà eu un vote de confiance en juin. Il a survécu à 59%. Donc 59% des députés conservateurs avaient voté pour qu'il soit maintenu en tant que chef et premier ministre. Ce qui est très très faible. Hein. C'est en bas du résultat qu'avait eu May, la dernière première ministre, au même vote de confiance, et John Major et Margaret Thatcher dans le passé. Donc c'est annonciateur d'une fin proche. Il y avait quand même 148 députés qui avaient voté contre lui. Ensuite, il y a des membres du gouvernement. Donc ça, on parle de ministres et de députés qui sont, qu'on dit, sur le payroll du gouvernement. Donc des secrétaires, des adjoints, etc. Qui ont ensuite démissionné pour vraiment faire pression sur Boris Johnson pour que lui-même démissionne. Et après pas moins de 57 démissions du gouvernement, il a enfin décidé lui-même là, de démissionner. Puis, tu sais, il a décidé de démissionner, mais c'est pas actuellement, là. Il est encore en poste, là, M. Johnson. Exactement, oui, il a décidé qu'il allait rester en poste jusqu'à temps que les conservateurs choisissent un autre chef en octobre. Mais lui, il veut ça, mais c'est pas tout le monde qui désire ça. Il y en a beaucoup là, au sein de son parti qui considèrent que Johnson est incapable, que c'est un clown, un boulet, une espèce de spectacle politique humain. Puis qu'on veut le mettre hors de nuire tout de suite et le remplacer dès maintenant par quelqu'un de compétent pour mener la politique et affronter les nombreux défis auxquels fait face le Royaume-Uni. Et là, la question se pose. Il y a beaucoup de fronteurs là, dans le parti. Va-t-il capable même de former un gouvernement transitoire? Il faut comprendre, là, 148 députés ont voté contre lui au vote de confiance. Ça, c'est souvent des députés d'arrière-ban et non membres du gouvernement, parce que c'est rare que les membres du gouvernement votent contre le premier ministre. Et en plus de ça, 57 membres du gouvernement ont démissionné. La question, c'est y a-t-il vraiment assez de gens avec lui pour créer un gouvernement? C'est une très bonne question. Ensuite, il y a le fait que seulement 31% des Britanniques approuvent son travail, ce qui est vraiment faible. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vue pour le remplacer? Est-ce qu'il va y avoir une course à la chefferie prochainement chez les conservateurs? Ouais. Il va y avoir une course à la primature, là, comme on dit, qui s'active pour remplacer ce qu'on appelle maintenant là, un lame duck prime minister, là, littéralement. En ce moment, il y a 11 candidats déclarés à la succession et il n'y a pas de grand favori. Ce qui est intéressant, la course est ouverte. Il y avait un sondage YouGov là, qui avait été tenu le jour de la démission de Boris Johnson qui disait que le secrétaire d'État de la Défense, Ben Wallace, excusez-moi, était le favori. Mais celui-ci a annoncé qu'il n'allait pas briguer le poste. Donc là, on a une course à la primature qui est totalement ouverte. C'est vraiment intéressant. Pour au niveau de fonctionnement, est-ce que c'est semblable à ce qu'on a ici au niveau des courses à la chefferie, exemple au Canada ou au Québec? Non, c'est vraiment spécial. Là. Honnêtement, quand j'ai appris ça, j'étais un peu tombé en bas de ma chaise. Dans le fond, comment ça marche? Que pour être candidat, il faut être député conservateur. Déjà, ça, c'est assez. C'est un club très sélect. C'est de Il faut avoir le base. soutien de 8 collègues. Donc déjà, c'est encore plus difficile. Ensuite, on va faire un vote. Mais un vote dans le caucus. Ça veut dire qu'il va y avoir un vote pour savoir quel candidat préféré. Et à chaque tour, le candidat avec le moins de votes est éliminé et on revote. Donc ça peut aller très très longtemps. Jusqu'à temps qu'il y ait juste 2 candidats. Et là, les 2 candidats, eux, il va y avoir une primaire. Donc, les membres du Parti conservateur vont voter pour lequel de ces deux-là elles désirent voir comme chef de parti, ainsi que donc, incidemment, premier ministre. Donc, on voit que c'est assez bizarre là, comme mode de fonctionnement. Est-ce que pour la prochaine course à la chefferie, quels seront les défis de la prochaine première ministre? Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Bon, il y a d'abord l'économie. Le taux de chômage au Royaume-Uni est le plus haut en Occident. Il est actuellement à 9%. Il est même projeté à 11% à l'automne. Mon Dieu. La livre sterling, ouais, c'est vraiment haut là. La livre sterling, elle a chuté de 12% récemment par rapport au dollar américain. Puis en plus de ça, il y a des grèves majeures qui se préparent dans le secteur public britannique.
j'imagine que le Brexit, le fait que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne, elle aide pas en ce moment. Là. Non, bon, c'est sûr que c'est difficile de faire des alliages A égale B, là, mais ça reste qu'en ce moment, là, juste pour donner une petite comparaison, l'économie du pays est à terre. La croissance britannique est dans les plus faibles de l'OCDE. Ça, c'est un peu le groupe des pays riches, là, pour ceux qui ne savent pas. En compagnie de quel pays? La Russie. Donc, on voit vraiment que l'économie britannique est à terre. Ensuite, il va falloir que le prochain redresse le Parti conservateur. Il va falloir qu'il trouve une manière de retrouver la confiance des Britanniques pour empêcher une première défaite électorale conservatrice dans les urnes en plus de 15 ans. Les élections britanniques, les prochaines, doivent avoir lieu avant janvier 2025, mais ils vont sûrement avoir lieu avant. C'est rare que les élections soient à date fixe au Royaume-Uni. Après, il y a d'autres problèmes qui sont, selon moi, plus importants encore. Il y a la question du protocole nord-irlandais. Bon, ça, c'est compliqué, là, mais dans le fond, c'est que lors du Brexit, plutôt que de mettre la frontière avec l'Irlande et l'Irlande du Nord, on ne voulait pas mettre de frontière sur l'île d'Irlande à cause de la guerre civile et de tout ce qu'il y a eu dans le passé. On a plutôt décidé de mettre la frontière du marché commun de l'Union européenne entre l'Irlande et la Grande-Bretagne au complet. Ce qui sépare un peu l'Irlande du Nord de la Grande-Bretagne, du moins d'un point de vue économique, sur le contrôle des marchandises, etc. Ce qui fait en sorte qu'il y a les unionistes de l'Irlande du Nord et les unionistes, ça c'est ceux qui sont fans de l'Union du Royaume-Uni, sont très fâchés parce qu'ils voient un éloignement entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Eh bien, ils ont peur de rapprochement avec l'Irlande et qu'il y ait une réunification de l'Irlande, ce qui est prôné par les nationalistes irlandais. Boris Johnson, lui, dit qu'il voulait renégocier le protocole. L'Union européenne voulait moyennement le faire. On va voir ce que là où la prochaine première ministre va décider, mais c'est assez compliqué. Et il y a la cerise sur le Sunday, c'est l'Écosse. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui est du SNP, c'est un peu l'équivalent du Parti québécois en Écosse, là, a annoncé la tenue d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse le 19 octobre 2023. Il faut dire que Boris Johnson, lui, a toujours refusé de donner son feu vert. Un feu vert qui est obligatoire à la tenue d'un référendum de ce genre en toute légalité. Bon, ça, c'est un sujet pour une autre chronique, là, mais vraiment, c'est très compliqué et ça risque peut-être même de briser le pays. Des gros enjeux pour une grosse situation. Est-ce que, bon, la saga, comme je peux le dire, Boris Johnson a fait beaucoup couler d'encre. Est-ce que... T'as une question, mon Marco? Parce que, exactement, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le prochain chef conservateur et le prochain premier ministre britannique a énormément de pain sur la planche. Puis, j'avais une question. Est-ce que, au niveau des élections, est-ce qu'il pourrait déclencher des élections générales avant la date de 2025? Ouais, il pourrait. C'est un peu comme au Canada, là. C'est à date fixe. Ça peut être à date fixe officiellement, mais la reine peut toujours dissoudre l'Assemblée. Mais là, la reine, on s'entend que c'est pas vraiment la reine qui le fait, c'est le premier ministre qui décide. Ouais. Je sais qu'au Royaume-Uni, il y avait une loi qui avait été passée à un certain moment qui demandait le 2 tiers de la Chambre pour que ça se fasse. Pour que ça se fasse moins souvent. Sauf que là, je pense que Boris Johnson a abrogé cette loi, si je ne me trompe pas. Là, ne me citez pas là-dessus, là, mais je crois qu'il a abrogé cette loi. Donc, oui, ça se pourrait. D'ailleurs, Boris Johnson, il a tenu le fort, hein, il a vraiment essayé de tout faire pour ne pas démissionner. Et il y en a qui disent qu'il aurait même été voir la reine pour lui demander de dissoudre le Parlement, unilatéralement. Ce qui pousse vraiment les conventions constitutionnelles britanniques là, au bout de la limite, là, qui étire vraiment l'élastique, là, qui aurait pu faire péter toute l'ordre constitutionnel britannique. On voit que c'est un homme qui était attaché au pouvoir. On espère que le prochain sera moins pire. Eden, merci infiniment pour ton temps. On en a appris beaucoup sur la saga Boris Johnson. Puis au plaisir de te revoir la semaine prochaine. On s'en reparle bientôt, les gars.